En fait, avoir un Fuji X100V, c'est un peu être dans le groupe des cool kids, quoi. La sortie du X106 nous montre une chose, Fuji sait parfaitement comment manipuler la communauté des photographes. Je vous explique tout ça un petit peu plus tard dans la vidéo, mais d'abord on va analyser toute cette hype qui s'est emparée du monde de la photo. X106, X100VI, X100V, on dit comment? Moi je vais dire X106, mais du coup le X100V il faut dire X105. Oh, c'est pas clair. On va analyser ensemble cette excitation folle autour du X106 pour déjà déterminer s'il y a une bonne raison d'être excité ou si c'est complètement immérité. Petit 2, vous expliquer quelles sont, à mon avis, les raisons profondes derrière le succès de ce modèle et pourquoi ça n'a absolument rien à voir avec un capteur de 40 mégapixels. Et petit 3, répondre à la question de base, il faut l'acheter oui ou non, est-ce que c'est une bonne affaire? On entend tellement parler du X106 depuis quelques temps que forcément ça m'a rendu curieux. J'ai traîné un petit peu sur Google et j'ai trouvé des chiffres complètement dingues. On parle de 480 000 précommandes du X106 en Chine. Il y a un propriétaire d'un grand magasin de photos du Royaume-Uni qui a expliqué qu'il avait reçu 10 fois plus de précommandes que sur les lancements habituels des autres marques. J'ai même trouvé un article qui expliquait que le Fuji X106 avait reçu 50 fois plus de précommandes que les derniers modèles de chez Sony. Bon, gardez en tête que tous ces chiffres, je ne peux pas les vérifier personnellement, je vous mettrai les sources en description, mais même s'ils sont un peu gonflés, c'est quand même des chiffres qui sont absolument énormes. Et puis pour se rendre compte de la hype, il suffit de traîner sur n'importe quel forum, groupe Facebook, Discord, tout le monde parle du X106, on a même plein de gens qui possèdent le X105, le X100V, et qui n'ont qu'une hâte, c'est de recevoir leur X106 pour pouvoir passer au modèle suivant. Et ça, c'est d'ailleurs précisément ce qui m'a poussé à faire cette vidéo. Je me suis dit, ok, le X106, c'est un bon appareil, les gens ils ont envie d'avoir cet appareil, ils sont excités, c'est relativement normal. Mais quand j'ai commencé à me rendre compte qu'il y a plein de gens qui avaient le X105, qui voulaient avoir le X106, je me suis dit, en fait, il n'y a quasiment aucune différence entre le X105 et le X106. Donc s'il n'y a aucune différence technique, d'où vient l'excitation? Alors pendant qu'on parle des différences techniques, on va les regarder ensemble maintenant. Oui, parce que je sais déjà qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui sont en train de bondir dans leur canapé quand je dis qu'il n'y a aucune différence. Effectivement, c'est pas tout à fait vrai, il y a 3 différences majeures. Le Fuji X100V, il a été lancé en 2020, c'est un bon appareil photo. Et le Fuji X106, qui vient de sortir, donc en 2024, il a 3 différences fondamentales. La première différence, c'est un plus grand capteur. Le Fuji X106, il a un capteur de 40 millions de pixels contre un capteur de 26 millions de pixels avant, mais ça reste des capteurs APS-C dans les deux cas. Et qu'est-ce que ça change d'avoir 40 millions de pixels? Ça change d'avoir des fichiers plus gros, plus lourds, plus chiants à stocker, plus longs à travailler, qui demandent plus de matériel informatique, qui demandent plus de ressources à Lightroom. Mais en termes de rendu, qu'est-ce que ça change? Pas grand chose, voire même rien du tout. Personnellement, je tire des photos du X-T2, donc qui est un appareil photo qui a un capteur de 26 mégapixels, mais de l'ancienne génération, jusqu'à 80 cm, et le résultat est parfait. Si la photo est bien exposée, bien prise, il n'y a aucun souci de tirer les photos du Fuji X-T2 jusqu'à au moins 80 cm. J'ai jamais essayé plus, mais sans doute je pourrais. Donc si vous n'avez pas prévu d'afficher les photos prises par votre nouvel appareil photo dans le métro en 4 mètres par 3, globalement, avoir 40 millions de pixels, ça ne va absolument rien changer, à part des trucs chiants comme la gestion des fichiers. Mais on sait tous, soyons honnêtes, que 99,999% des photos, elles vont jamais être vues que sur un écran de téléphone portable. Donc 40 millions de pixels, non, c'est pas une révolution, ça change pas grand chose, c'est plutôt un chiffre qui fait joli. La deuxième différence, c'est que Fuji ajoute sur le nouveau modèle des nouvelles simulations de film. Ça encore, c'est pas une vraie révolution, parce que la plupart des gens shootent en RAW. Et oui, tous les gens que je connais qui shootent au Fuji avec les fameuses simulations de film, shootent quand même en RAW, parce qu'ils trouvent ça mieux pour avoir le contrôle à la retouche, tout ça. Je suis pas ici pour en discuter, vous shootez en RAW, vous shootez en JPEG, c'est votre choix, c'est parfait. Mais je trouve que vraiment 99% des utilisateurs de Fuji ne profitent pas de ces simulations de film. Ou, encore plus drôle, ils prennent la photo avec les simulations de film, mais ils la prennent quand même en RAW, et finalement ils doivent la retoucher derrière. Dans ce cas-là, la simulation de film n'apporte rien du tout. Donc si vous êtes un shooter de JPEG, là, je retire ce que j'ai dit, les simulations de film, c'est un ajout cool, même si, bon, il y en a déjà plein dans la version d'avant, hein. La troisième différence clé entre le Fuji X105 et le Fuji X106, c'est la stabilisation du boîtier. Qu'est-ce que ça veut dire la stabilisation du boîtier? Ça veut dire qu'on a un petit mécanisme qui stabilise le capteur et qui va réduire le flou de bouger. Oui, vous avez bien entendu, ça réduit le flou de bouger, c'est-à-dire le flou qu'on peut induire nous en bougeant pendant qu'on prend la photo. Ça permet donc de faire des photos à main levée dans des situations de lumière plus compliquées parce qu'on peut baisser la vitesse d'obturation. Mais attention, ça permet de prendre que des photos de scènes immobiles. Vous pouvez prendre des photos de paysage, vous pouvez prendre des photos d'architecture, mais si vous prenez des photos de gens qui bougent et qui marchent dans la rue, ça sert à rien d'avoir la stabilisation. Si vous prenez des photos de vos enfants qui jouent au parc, ça sert à rien d'avoir la stabilisation. Parce que dans ces cas-là, la potentialité de flou vient du mouvement du sujet. Donc c'est ce qu'on appelle le flou de mouvement, et la stabilisation change rien du tout pour le flou de mouvement.
Or, c'est un appareil photo, le Fuji X106, qui est vraiment orienté photo de famille, photo de rue, parce que c'est un appareil photo qui est relativement compact, qu'on peut garder dans la poche, on en reparlera. Mais du coup, pour toutes ces situations, qui sont les situations, on va dire, natives, pour lesquelles est créé cet appareil photo, la stabilisation ne sert à rien. Voilà donc pourquoi je dis qu'il n'y a rien de nouveau entre le Fuji X105 et le Fuji X106. Il y a quelques nouveautés, mais qui sont des nouveautés hyper spécifiques, qui ne vont vraiment rien changer à votre pratique. Mais du coup, s'il n'y a pas de vraie différence technique, pourquoi les gens y kiffent autant? Il n'y aurait pas 480 000 précommandes uniquement en Chine, juste pour quelques simulations de films. Ça n'a pas de sens. J'ai pris mon petit cerveau, je me suis posé, j'ai réfléchi, et j'ai trouvé 3 explications principales qui expliquent la hype autour de la sortie du Fuji X106. Commençons par le commencement. La série des X100, dont le X106 est le dernier né, est une bonne série de bons appareils photo. Et c'est particulièrement des appareils photo qui sont bien pensés. En fait, la série des X100, elle a rempli un trou dans le marché. Elle a créé un type d'appareil photo qui n'existait pas vraiment. Ce sont en fait les premiers appareils photo à avoir ces 4 qualités-là. Bon bah déjà, petit 1, des bons appareils photo qui font des bonnes images. Petit 2, des appareils photo qui sont compacts. Les X100 sont vendus comme des appareils photo qui peuvent se glisser dans la poche. Techniquement, c'est vrai, en pratique, avoir un X100 dans la poche, c'est pas très agréable. C'est quand même un peu gros pour se mettre dans la poche, mais bon, c'est facile à transporter, avoir peut-être dans une poche de manteau plutôt que dans une poche de jean ou dans son sac à dos. En tout cas, ça passe partout. Petit 3, les X100, ce sont les appareils photo qui sont beaux. Et oui, ça a son importance. Et petit 4, ce sont des appareils photo qui sont relativement abordables. Je dis relativement parce que ce sont des appareils photo à moins de 2000 €. Ça peut paraître cher pour certains, mais c'est accepté dans le monde de la photo, parmi les photographes, que c'est un prix normal pour un bon appareil photo. Et il n'y a pas vraiment d'autres appareils sur le marché qui vont allier ces 4 qualités-là. Il y a plein d'appareils qui vont être meilleurs sur un des 4 points, mais il n'y a pas d'appareils qui vont être meilleurs sur l'ensemble des 4 points. Je ne sais pas si vous prenez le critère de la compacité, il y a par exemple les Ricoh qui vont être beaucoup plus compacts, mais les Ricoh, ils sont moches. C'est qu'on va dire, hein. C'est pas très beau un Ricoh. C'est pas sexy comme un X100. Il y a les Leica qui sont relativement compacts, qui sont beaux et qui sont de bonne qualité, mais ils sont pas du tout pas chers. Un Leica c'est 6000 balles. Il y a les autres Fuji qui sont à la fois de bonne qualité, jolis et pas trop chers, mais ils sont beaucoup moins compacts, ils sont beaucoup moins pratiques à transporter. Dans la catégorie des concurrents, on a les Sony aussi. Sauf que les Sony sont ni compacts, ni beaux, ni pas chers. En fait, c'est de très bons appareils photo, hein, mais ils n'ont aucune des 3 autres qualités. Donc pour moi, la première raison qui va justifier cette excitation autour de X106, c'est tout simplement que Fuji propose un bon appareil photo qui est parfaitement placé dans le marché, qui répond à un besoin d'une certaine partie du marché. Mais ça, c'est valable pour toute la série des X100. Le point numéro 2, il est plus destiné au X106. Le X105 ou le X100V, c'était déjà un très bon appareil photo, mais ils ont eu d'énormes problèmes d'approvisionnement. C'est-à-dire que c'était très long de se faire livrer, l'appareil n'était jamais disponible, et du coup ça a créé une certaine rareté, et comme vous le savez, tout ce qui est rare devient plus précieux auprès des gens qui n'arrivent pas à l'obtenir et qui voudraient bien mettre la main dessus. On s'est même retrouvé dans une situation assez folle, où les prix du Fuji X100V d'occasion dépassaient les prix du neuf. Parce qu'en fait, la seule manière de trouver un X100V en 2023, c'était de l'acheter en seconde main. Donc du coup, ça crée beaucoup de frustration. Et du coup, le Fuji X106 se retrouve avec plein de gens qui veulent le précommander. Parce qu'il y a ceux qui cherchent un nouvel appareil photo qui disent tiens, super, je vais prendre le X106. Mais il y a aussi tous les frustrés qui n'ont jamais réussi à avoir le X105 qui se rabattent sur le X106 en espérant l'avoir plus rapidement. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a même un effet spéculatif. C'est-à-dire que les gens ont vu ce qui s'est passé avec le X100V, et je suis prêt à parier que dans tous les gens qui ont précommandé le X106, il y en a un paquet qui vont même pas ouvrir la boîte et qui vont immédiatement le remettre en vente d'occasion, en espérant surfer sur la même frustration qu'avec le X105 et faire un profit. Parce que oui, même si Fuji a annoncé avoir doublé ses capacités de production pour attendre 150 000 appareils photo par an, si jamais les chiffres qu'on lit sur les précommandes sont vrais, ils vont quand même toujours être à la rue pour la livraison, quoi. Donc on va se retrouver avec la même situation, et donc ça va appeler à la spéculation. Mais ce point numéro 2, c'est encore un point qui est intéressant, qui donne des petits éléments de réponse, mais qui ne peut pas, à lui seul, expliquer la hype folle qu'il y a autour de Fuji X106. Donc c'est quoi la vraie raison? Pourquoi les gens ils veulent cet appareil photo? Et mon dernier point, c'est la communauté. Depuis 2014 et la sortie du X-T1, Fuji a fait des choix forts pour se positionner comme une marque à part, une marque unique. Déjà, ils ont fait du mirrorless, de l'hybride quand personne n'y croyait. Et aujourd'hui, ça me fait rigoler parce que c'est la norme, mais il y a 10 ans, c'était pas du tout la norme. Tout le monde disait que c'était de la connerie. Fuji n'ont toujours aucun appareil photo full frame. Ils ont choisi un positionnement hyper spécifique avec des capteurs APS-C et des capteurs moyen format. Les Fuji, avec toutes leurs molettes sur le dessus, ils ont une prise en main qui est assez unique, même si depuis ça a été pas mal copié. Et enfin, le look des Fuji, qui est inspiré des anciens appareils photo argentiques, était là aussi quelque chose de très différent, même si ça aussi, comme c'est la mode, c'est en train d'être copié de plus en plus.
Avec ses choix forts, Fuji a créé une communauté de fans. Alors évidemment, c'est le cas de beaucoup de marques, d'avoir un groupe d'inconditionnels. Il suffit de se balader un peu sur les forums ou les groupes Facebook ou les Discord et d'entendre les gens parler de leur matériel. Les photographes sont pour la plupart très fiers de leur matos et sont tous persuadés que la marque qu'ils ont choisie est la meilleure. Mais dans cette bataille de communauté, c'est Fuji qui a été le plus fort ces 10 dernières années. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à créer une image spécifique de qu'est-ce que ça veut dire d'être un photographe qui shoot Fuji. Toute proportion gardée, j'ai un peu l'impression qu'ils ont fait comme ce qu'a fait Apple avec ses produits. Même si on est d'accord qu'en termes d'échelle, Fuji c'est minuscule à côté d'Apple. Si on schématise un petit peu le paysage photo aujourd'hui, ça ne reflète pas du tout ce que je pense. Je parle juste des clichés associés à différents types d'appareils et qui individuellement peuvent bien sûr être complètement faux. Si on schématise un petit peu le paysage photo aujourd'hui, avoir un gros réflexe, genre un Nikon ou un Canon 5D Mark III, c'est un peu aujourd'hui un truc de boomer. Avoir un Sony mirrorless, c'est un peu être un technicien, c'est un peu être un bouffeur de pixels. Avoir un Fuji, c'est être un artiste. C'est être un gars ou une fille cool. C'est montrer, moi j'ai pas besoin d'avoir un gros capteur pour faire des bonnes photos. C'est dire, moi je veux un appareil photo tout petit pour pouvoir l'emporter partout avec moi, parce que c'est mon art de vivre. En fait, être Fujiste, c'est un peu faire partie de la révolution en marche. Alors tout ça c'est un peu cliché, je force le trait, mais j'essaie de vous expliquer le positionnement de Fuji par rapport aux autres marques. Il y aurait Leica qui aurait un petit peu pu prendre ce segment-là, mais en fait Leica c'est trop cher. Leica dans la tête des gens ça veut dire caprice de riche, ça veut dire payer trop cher pour ce que c'est. Leica c'est l'équivalent d'une montre Rolex quoi. Alors que les Fujistes c'est les esthètes de la montre ancienne. Elle est belle hein. C'est bien moins bling bling que les Rolex, c'est bien moins voyant. Mais ça n'empêche pas les connaisseurs de se reconnaître entre eux. Quelque part on retrouve pas mal des mêmes mécaniques qui sont à l'origine du retour en grâce de la photo argentique chez les jeunes en France en ce moment. Enfin je dis jeune, moins de 40 ans, je suis jeune. Oh, si je suis jeune. S'il te plaît, je suis jeune. Please. En fait, avoir un Fuji, et particulièrement avoir un Fuji X100V, parce que c'est le dernier né, c'est un peu être dans le groupe des cool kids, quoi. Voilà, je pense, les 3 raisons principales qui expliquent la hype autour du Fuji X100VI. C'est pas parce qu'il est révolutionnaire, même si je répète que c'est un très bon appareil. C'est pour plein d'autres raisons qui ont en fait pas grand rapport avec la photo. Et le principal truc que ça nous apprend, c'est que Fuji est très fort en marketing. Ce qui est fou, c'est qu'ils ont réussi à créer une situation dans laquelle l'objet en lui-même a une valeur énorme auprès des photographes, que l'intérêt qu'il suscite vient autant, si ce n'est plus, de l'objet en lui-même que de ses capacités photographiques. Un exemple de ça, c'est l'édition limitée. Fuji sort un X106 édition limitée pour je sais pas quel anniversaire, ça coûte 400 balles de plus, il y en a moins de 2000 exemplaires, je suis absolument certain qu'ils vont partir comme ça. Et d'ailleurs c'est marrant parce que l'autre appareil qui récemment a fait un petit peu de bruit quand on regarde les chiffres de vente, même si ça n'a rien à voir avec la hype qu'on a autour du X106, c'est le Nikon ZF. Et le Nikon ZF, il est compact et il a un look rétro pseudo-argentique avec des molettes sur le dessus, bref. Il reprend en gros la recette de Fujifilm en espérant la faire sienne. On peut dire que l'équipe de marketing de Nikon s'est bien inspirée de ce qu'on fait chez Fujifilm, mais après tout, c'est le jeu. Je veux répondre à une question que je sais on va me poser. Pourquoi t'as fait cette vidéo? Ça sert à quoi? J'ai pas vraiment suivi toute l'actualité autour du X106 au début parce que en fait, je m'en fous un petit peu au sens où j'ai pas de besoin, donc je vais pas acheter l'appareil photo, donc je vois pas pourquoi me renseigner en profondeur sur un appareil photo que je vais jamais acheter. Mais quand j'ai vu tous les contenus dessus, quand j'ai vu à quel point tout le monde en parlait, sur Discord, sur les forums, quand j'ai vu vraiment toute cette excitation autour de ce modèle-là, quand j'ai entendu parler des chiffres de précommande, je me suis dit, il y a quand même vraiment un truc intéressant et j'ai envie d'aller l'analyser. Parce qu'on est presque sur un phénomène de société plus que du matos photo. Ça m'a intéressé d'essayer de réfléchir à pourquoi les photographes étaient aussi excités par un matériel qui n'avait rien de techniquement si excitant. Et donc en faisant cette vidéo, je me suis retrouvé à faire une analyse plutôt marketing et sociale, plutôt que vraiment parler de matos photo. Mais c'est pas grave parce que j'adore pas parler de matos photo, donc c'est tant mieux. Et en fait, je pense qu'on pourrait même pousser la réflexion plus loin. Je pense qu'on est arrivé aujourd'hui à un niveau de technologie dans les appareils photo qui fait qu'on n'a pas de prochaine innovation qu'on attend tous comme quelque chose qui va vraiment changer le game des appareils photo. Les dernières grandes révolutions, ça a été le mirrorless et les autofocus de fou qui te prennent en photo n'importe quoi parfaitement net. Mais une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire de plus? Je dis pas qu'il n'y a aucune autre innovation qui va arriver, mais je dis juste que dans un futur proche, ça devrait pas être très significatif. Et du coup, pour les marques, si elles ne peuvent plus vendre les appareils photo basés sur des spécifications techniques, genre waouh, mon appareil photo il est vachement mieux que le tien, et ben il faut se baser sur autre chose. On va vendre l'appareil photo sur tout un tas d'autres critères qui ne sont pas des critères directement techniques, des critères de style, des critères de communauté, des critères d'appartenance à un groupe. L'objet en lui-même devient plus important que la technologie qui l'embarque. Mais en tout cas, gardez en tête que dans cette vidéo, rien n'est une critique. Ni une critique de l'appareil en lui-même, ni une critique des gens qui achètent cet appareil. C'est juste une réflexion sur les différents leviers d'achat. Parce qu'après tout, on va pas se mentir, moi aussi je suis un petit Fuji fanboy, je suis chez eux depuis 2016 et j'ai pas prévu d'en bouger. Donc quand je parle de tout ça, je parle aussi de moi. Moi aussi je suis un hipster en mal de reconnaissance. On dit encore hipster en 2024 ? Je suis pas sûr. Dernière question, le Fuji X106, est-ce qu'il faut l'acheter? Est-ce que c'est une bonne affaire? Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, c'est un très bon appareil photo qui n'a rien de révolutionnaire. Donc du coup, je vais vous dire ce que je dis à peu près dans toutes les vidéos matos que j'ai faites depuis 2016.
Ne vous faites pas avoir par la hype, achetez-le si vous en avez envie, mais vous n'en avez pas besoin. C'est-à-dire que si vous avez vraiment des besoins photographiques, ça sera plus intelligent d'attendre un petit peu que l'arrivée du X106 fasse baisser le prix du X105 sur le marché de l'occasion et d'acheter un X105 en seconde main. Parce que vous l'aurez sans doute pour bien moins cher et qu'entre le 5 et le 6, franchement, ça va pas vous changer la vie. Mais bon, après, ça va dépendre des capacités de production de Fuji, parce que s'ils n'arrivent pas à produire assez, et bien la seconde main, elle va encore exploser. Vous voulez que je vous dise la vérité? Un X106 ne fera pas de vous un meilleur photographe. Mais par contre, un X106 fera de vous un photographe plus léger. Déjà parce que le X106 est compact, mais surtout parce que vous aurez le portefeuille tout vide, donc vous serez plus léger. Mais si vos photos étaient nulles avant, elles seront toujours nulles après. Et si vous faisiez des chouettes photos avant, vous ferez aussi des chouettes photos avec le X106. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes un photographe débutant, j'ai créé une formation 100% gratuite. Ça s'appelle le pack photographe débutant. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description et je vous envoie tout ça par mail. Pensez à me suivre sur Instagram, à vous abonner à cette chaîne. Salut!